Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous irons au marché Petit Dubaï situé à Adjamé, un marché qui attire de plus en plus de visiteurs et où les articles ont la réputation de coûter moins cher. En France, dans une lettre aux Français publiée ce mercredi après-midi, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques qu'il estime républicaines à bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, à l'Assemblée nationale. Le marché Petit Dubaï dans la commune d'Adjamé est visité par des milliers de personnes chaque jour. Ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par les articles de qualité à des prix peu coûteux. Dans ce marché, on trouve entre autres des chaussures, des prêt-à-porter, des tissus et des sacs. Les commerçants du marché Petit Dubaï se frottent les mains car les choses, vous le verrez, semblent bien marcher pour eux. Le reportage d'Assitan Diarra et Zié Traoré. Adjamé, l'une des communes les plus fréquentées du district autonome d'Abidjan. On y trouve une panoplie d'articles à moindre coût. Des commerçants viennent des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région pour y effectuer des achats. Dans cette commune, le marché dénommé Petit Dubaï est beaucoup visité par des personnes à la recherche d'articles au prix accessible. Le responsable de cette boutique assiste un revendeur qui a reçu de nombreuses commandes. Je suis venu faire des achats pour mes clients. Quand ils vendent les robes avec le complet en ligne, tout se passe bien ici. Tout à la mosquée, les toilettes, tout, la boutique, ils vendent les chaussures. Il y a bon clients qui rentrent ici. On fait, en gros, on fait détail. Non, il y a d'autres qui viennent, on prend les limeraux là. Ce magasin est visité par plus d'une centaine de personnes par jour. Je suis une revendeuse. Je suis venue prendre mon article aujourd'hui. Ils ne sont pas quand même chers, ils sont moins chers. Et puis aussi pour que nous aussi on puisse avoir dessus. J'ai connu le marché Petit Dubaï par le biais d'une amie qui parlait à tout temps de ça. Et puis aujourd'hui je suis venue voir. En tout cas ça m'a intéressé, les articles sont abordables à vrai dire. Au marché Petit Dubaï, on trouve des prêt-à-porter cousus sur place. Après la confection, les habits sont exposés à l'entrée des magasins. Une façon d'attirer la clientèle. On vend habits ici, on coupe ici, on coud ici. On vend ici en gros. Il y a pour 2500, il y a pour 3000, il y a pour 1500, il y a pour 1250, il y a pour 6000, il y a pour 7000, il y a pour 8000. C'est comme ça qu'on fait ici. Notre client là, il y a autre qui quitte dans le village pour venir ici, il y a autre qui quitte jusqu'à Guinée pour venir ici, il y a autre qui quitte à Burkina pour venir ici, il y a autre qui quitte à Mali pour venir ici. Il y a autre qui quitte à Libéria pour venir ici. Bon, notre activité là, c'est la couture. Oui, on coud, on vend. Les gens viennent faire la commande. Il y a aussi encore qui amène le pain aussi, encore on fait. Ce marché comprend aussi des boutiques de vente de tissus. La qualité est très bonne, c'est une qualité durable aussi. Il y a beaucoup de gens qui portent ici bazin parce que la qualité est bonne, ça ressemble bazin. Chaque jour, ce sont des tonnes de marchandises qui sont déchargées dans le marché Petit Dubaï pour répondre aux besoins des visiteurs et revendeurs. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où les acteurs de la transformation locale du cajou ont désormais un incubateur. Il va permettre d'améliorer la qualité de leurs différents produits. Ce sont notamment des dérivés de l'amande et de la pomme de l'anacarde. L'outil de formation de 7 travailleurs de petites et moyennes entreprises a été inauguré ce samedi au Centre de l'innovation et de technologie de l'anacarde du Conseil Coton Anacarde. C'est à Yamoussoukro sous le regard de Théodore Zouzou. Les amandes enrobées, aux gingembre caramélisé. Ici, vous avez les cajou chips, vous avez tout à l'heure là-bas. C'est les florets qu'on fait avec la pâte de cajou. Ce sont ces produits issus de la première transformation qui sont connus des populations. Depuis quelque temps, une seconde transformation de l'amande et de la pomme d'anacarde est mise en œuvre par plusieurs petites et moyennes entreprises. Elles produisent entre autres du vinaigre, de l'huile, du lait, de la liqueur, de la pâte pour la sauce, et plusieurs autres dérivés. Mais toutes ces trouvailles sont produites de façon artisanale. Depuis 2020, on fait le cajou chips, mais jusque-là, c'est à la main qu'on le faisait. Donc, on n'arrivait pas à produire en grande quantité. Donc, c'est un produit même qu'on ne vend pas trop parce que la production est vraiment difficile. Pour répondre à la demande croissante non seulement du marché local, mais aussi satisfaire les normes internationales, un besoin de qualité s'impose. D'où la formation des travailleurs de ces PME initiée par le Conseil du coton et de l'anacarde.
Une vision qui se concrétise avec la construction en 2020 du Centre de l'innovation et des technologies de l'ANACAD, CITA. Puis, un incubateur Cajou Food Tech est installé pour peaufiner le travail de ces PME transformatrices de l'ANACAD. Cet incubateur, financé par la Banque mondiale, est inauguré ce jour par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani. Mais je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision d'une agro-industrie complète qui est extrêmement importante pour le développement du pays. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer cette production locale par des produits qui sont souvent importés. Indépendamment des amandes qui sortent des noix de cajou, nous avons la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Et nous voudrions saluer l'initiative prise par le Conseil Coton ANACAD d'étendre sa gamme de production. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. Cet outil de perfectionnement avec un personnel de formation compétent est apprécié par les acteurs de la transformation. Aujourd'hui, avec l'incubateur, ça nous permet de venir vérifier certaines données, mais surtout améliorer nos produits. Procédure, qualité et puis la mise sur le marché pour répondre aux exigences de l'extérieur. Le Cajou Food Tech vient redynamiser la capacité de transformation des petites et moyennes entreprises et apporter une plus-value au monde paysan. Le syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire a tenu son 6e congrès ordinaire, un congrès à l'issue duquel plusieurs points ont été débattus, notamment sur les conditions de travail, mais aussi sur la vie syndicale. Un nouveau président a même été élu pour mener à bon port le syndicat. C'est ce que nous dit Maïssa Kogaï. Préserver la sécurité sociale des travailleurs, lutter pour le bien-être moral des raffineurs et pétroliers, tels sont, entre autres, les objectifs du 6e congrès ordinaire du syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire, SYNRAPSI. À cette occasion, Kwasikan Issouf a été choisi lors d'une élection par ses pairs pour représenter le syndicat. Il est conscient de la tâche qu'il attend. Et nous avons un bon comité CSST à la CIR qui fonctionne très bien, qui s'occupe de tout ce qui est santé, sécurité au travail. Donc nous allons renforcer cet accent. Et ensuite, pour tout ce qui est négociation, par rapport à tous nos acquis sociaux, nous allons renforcer ces négociations-là pour contribuer au bien-être familial de tous les agents de la CIR. La présidente de la cérémonie a quant à elle appelé à l'union autour du président du SYNRAPSI. Il est très important que tous les syndiqués soient disponibles pour que les travailleurs de chaque jour, de tout temps, puissent améliorer leurs différentes conditions de travail. Le nouveau président du syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire entend organiser une tournée dans les prochains jours en vue de recueillir les différentes préoccupations de ses collègues et d'y trouver des solutions. Et dans un autre chapitre, le samedi 6 juin dernier, dans la commune de Cocody, le spécialiste de la finance Ange Beyi a dédicacé son premier livre. Il est intitulé « Tu prêteras à des nations ». Dans cet ouvrage, l'auteur met à la disposition des lecteurs toutes les astuces nécessaires en vue de gérer au mieux leurs revenus et se construire une fortune. Abdelaziz Guira. Comment gérer son argent et se construire peu à peu un empire financier? La réponse à ces questions est étalée sur plus d'une centaine de pages dans l'œuvre « Tu prêteras à des nations ». À travers ce livre, l'auteur entend mettre à leur disposition des lecteurs les rudiments nécessaires pour une gestion efficace de leurs finances. Tu prêteras à des nations, d'abord c'est issu d'un verset biblique de l'Ancien Testament où le Seigneur dit
tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras point, tu domineras sur des nations mais elles ne domineront pas sur toi. La finance classique telle qu'on la connaît, elle ne prend pas en compte deux dimensions de l'homme qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Donc le volet émotionnel et le volet spirituel ne sont pas toujours pris en compte dans la finance telle qu'on la prend et telle qu'on la pratique. Ce livre-là vient également pour pouvoir apporter une réponse à ce manque-là. À la cérémonie de dédicace de ce livre, des lecteurs conquis par la pertinence du sujet se prononcent. C'est un excellent livre. C'est un livre dont chacun doit se procurer parce que, au-delà des aspects techniques que le livre développe, ou du moins que l'auteur développe, il y a dans ce livre une dimension spirituelle à laquelle chacun d'entre nous, qu'on soit musulman, chrétien ou toute autre religion, on pourrait trouver notre intérêt. C'est un livre qui vient nous rassurer de notre capacité à nous enrichir. On peut recevoir les enseignements, mais sans la pratique, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vraiment je recommande vivement les uns aux autres de pouvoir lire le livre et de mettre en pratique. Ange Dei, l'auteur, est un spécialiste en économie. Cette œuvre est pour lui un moyen de contribuer au bien-être financier de la population. Un reportage commenté par Perpétue. Les guides religieux de différentes confessions viennent d'organiser une prière œcuménique. Ils invoquent Dieu pour une élection apaisée en 2025. Les hommes de Dieu disent vouloir éviter au pays les crises qu'elle a connues par le passé. Abdulaziz Guira, Joël Gossé. Des prières de différentes confessions religieuses en vue des élections présidentielles apaisées en 2025. À travers ces actions de portée spirituelle, ces guides religieux entendent prendre leurs responsabilités et être des relais du message de paix et de cohésion sociale auprès de leurs communautés respectives. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons aussi que la paix aussi se propage dans les cultes, dans les églises. Parler aussi à nos fidèles, vraiment de faire la paix dans les communautés, de faire la paix entre nous, les hommes de Dieu. Nous sommes à moins de 1 an des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons tendance à chaque fois que les élections arrivent, les âmes se chauffent. Souvent les discours de haine qui circulent, ça amène souvent la population ivoirienne à avoir des intentions négatives. Donc c'est pourquoi la cellule veut dès l'instant commencer à faire des prières pour confier ces élections au tout-puissant Dieu, Allah, pour qu'il vraiment apaise les cœurs des Ivoiriens. Cette prière pour un climat apaisé est une initiative de la cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans le cadre d'une caravane de prière et de sensibilisation à la paix. Nous voulons donc parler de paix en toute occasion pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert des crises post-électorales, demeure dans la stabilité aujourd'hui, pendant et après les élections de 2025. Tel est notre leitmotiv en tant que leader religieux. Cette volonté des guides religieux d'aller à la paix acquiert l'adhésion de la mairie d'Abobo. Si vous voyez des grands religieux qui se réunissent pour prier, mais des personnes qui ont ces idées, je pense que c'est très intéressant et c'est très bon. Et c'est la vision même de Madame le maire, son excellence Madame Kadia Kamara, qui prend toujours la paix. Après l'étape de la commune d'Abobo, la haute cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire entend sillonner toutes les 31 régions du pays. Dans l'actualité hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, en France, dans une lettre adressée aux Français publiée ce mercredi après-midi, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques qu'il estime républicaines à bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, à l'Assemblée nationale. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun, ajoute le président. D'ici là, le gouvernement de Gabriel Attal devrait rester en place pour gérer les affaires courantes. Avec nous en plateau ce soir, Ali Keïta, bonsoir. Bonsoir mon cher ami Dravou. Vous êtes le président de l'interprofession Carité, président du Haut Conseil du Carité en Côte d'Ivoire. Le Carité qui est d'ailleurs présenté comme une filière d'avenir. Mais qu'est-ce que c'est ? Le Carité, déjà, nous pouvons dire que le Carité, c'est une culture forestière. C'est vrai qu'on parle de forestière, mais c'est une plante qui pousse généralement dans le nord. Ouais. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est 5e pays producteur et nous avons 7 grandes régions qui produisent le karité. Et il y a des petites régions aujourd'hui qui sont en train de faire le karité. En premier lieu, il y a le Boukani,
Après Pokané, vous avez le poro, vous avez aussi le handball, vous avez le tchologo, vous avez le denguélé, vous avez enfin le Bondoukou. Oui. Donc voici des grandes régions qui produisent, mais il y a des petites régions qui ont commencé à produire. Ce sont nécessairement des régions du nord, du nord-est et du nord-ouest. C'est ça. Donc c'est dans ces parties-là que le karité est beaucoup plus produit. Bien sûr. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cela? Bon, vous savez, le karité ne pousse que dans des zones qu'on appelle des savanes. Oui. Mais avec la science, avec l'université Périphéro-Gon Coulibaly de Korogo, nous avons expérimenté des plantations, des pépinières qui poussent très bien aujourd'hui à Séguéla, qui poussent très bien aujourd'hui à Toumoudi. C'est-à-dire que le karité est en train de venir vers le centre. Vers le centre, oui. Vers le centre. Et aussi, nous avons expérimenté vers le Ifou, c'est-à-dire dans la région du Ifou. Donc, c'est pour vous dire que le karité a un très bel avenir avec les plantations que nous sommes en train de mettre en place. C'est le beurre de karité en général qui est beaucoup connu par les populations ivoiriennes et africaines, alors que non, il y a beaucoup d'autres dérivés, M. Keïta. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda connaît que le beurre de karité, mais le beurre de karité sort de l'amande de karité. Il faut dire que le beurre de karité se vend très bien et l'amande de karité se vend très bien. Au-delà du beurre de karité, vous avez des savons, vous avez des shampoings, vous avez des fonds de teint, vous avez aussi, comment on appelle, des savons pour bébés, qui tout ça fabriqué à base de karité ivoirien. En tant que président de l'interprofession du Haut Conseil du karité en Côte d'Ivoire, comment vous faites pour vulgariser ces différentes formes, ces dérivés de karité, puisque vous le disiez vous-même tout à l'heure, il n'y a que le beurre de karité qui est beaucoup plus connu. Bien Là, sûr. vous parlez de fond d'étain à base du karité. Bon, vous savez, je vais vous étonner, mon frère Drabo, quand on a fait le salon de karité, l'Ivoirien lambda ne savait pas que la Côte d'Ivoire était pays producteur de karité. Ouais. Encore moins, cinquième pays mondial de karité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens connaissent le Burkina, le Mali, ainsi de suite. Mais nous sommes en avance sur tous ces pays parce que nous avons commencé le planting. Nous avons des plantations de karité et tous ces pays n'en ont pas. Nous avons des variétés de beurre de karité. Vous avez le beurre stabilisé, vous avez le beurre artisanal et vous avez le beurre industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a démultiplié toutes ses valeurs. Il y a du savon, on fabrique tout à base de karité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Très bien. Au plan national, comment se comporte ce secteur? Est-ce que les autorités ivoiriennes y adressent un regard un peu plus attentionné, surtout que le karité aujourd'hui, vous le dites, occupe la 5e place au plan mondial? Bien, merci beaucoup. Et il faut dire que l'État est un peu regardant parce que nous réclamons à l'État de Côte d'Ivoire, passant par le ministère de l'Agriculture, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, de ne pas fixer le prix d'amende de karité. Or, le prix d'amende, tant qu'on n'a pas fixé le prix d'amende de karité, nous ne pouvons pas homologuer le prix du beurre de karité. Ce qui veut dire que vous quittez Korogo, vous pourrez avoir le beurre de karité, le kilo à 2000, 2500, vous allez à Bouna, vous allez avoir 3000. Tout simplement, l'État n'a pas fixé. Il n'y a pas une uniformisation du kilogramme du prix, parce que l'État n'a pas encore aidé la filière à fixer le prix du kilo d'amande en Côte d'Ivoire. Vous attendez que la réaction vienne de l'État ou bien en tant que Haut Conseil du karité, vous menez déjà des actions? Déjà, le Haut Conseil a commencé à faire ce travail. Les acteurs eux-mêmes, par des voies téléphoniques, nous harmonisons entre nous déjà. Pendant la campagne, nous harmonisons de sorte que le prix d'amende de karité ne dépasse pas 350. Voilà, donc déjà, avec le téléphone, les présidents régionaux du karité, ils sont en contact permanent avec moi-même, de sorte que nous puissions vraiment harmoniser un peu le prix de l'amende de karité. Parlons d'argent. Le karité peut rapporter beaucoup et peut-être un secteur en tout cas très ambitieux qui pourrait aider beaucoup de foyers ivoiriens. Mais comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour investir dans ce secteur? Bon, il faut dire que le secteur karité, c'était un secteur d'avenir, parce qu'en 2014, quand je prenais la tête de la filière karité en Côte d'Ivoire, il n'y avait que 3000 acteurs. Or, aujourd'hui, nous avoisinons les 200 000 acteurs qui œuvrent dans ce secteur karité et dans tous les domaines, que ce soit les collectrices, les transformatrices, les commerçants, les industriels. Il y a près de 200 000 personnes qui œuvrent dans ce secteur karité. C'est pour dire que le karité est un secteur d'avenir. Mais le hic qui est dedans, c'est que nous souhaiterons aussi que le ministère de la Femme, je le dis,
clairement que le ministère de la Femme puisse nous aider pour qu'on ait une certification nationale. Parce que c'est vrai, il y a des sociétés coopératives qui ont la certification. Il y a des régions qui sont certifiées. Mais cela ne permet pas à tous ces acteurs de karité d'exporter. Or, si la Côte d'Ivoire est certifiée sur le plan national, ça permettrait à tous ces acteurs qui œuvrent dans ce secteur karité d'exporter le karité. C'est un appel que nous espérons sera entendu. Merci beaucoup, M. Keïta, Ali Keïta. Vous êtes le président, je le disais, de l'interprofession karité, président du Haut Conseil karité en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé par le 19h30 pour aborder ce filière d'avenir. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.